Un cessez-le-feu est en vigueur. Et dans la nuit du 26 mai, les États-Unis ont quand même frappé l'Iran. Des sites de missiles dans le sud du pays. Touchés, détruits, pendant une trêve officiellement active. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un accident. C'est une décision calculée. Et elle nous dit tout sur l'état réel de ce conflit. Dans les prochaines minutes, on va démontrer exactement ce qui se joue, pas ce qu'on vous dit qu'il se joue. Restez jusqu'au bout. Il y a un élément que personne ne mentionne et qui explique pourquoi les deux camps ont besoin que cette guerre continue encore un peu. Rappel rapide pour ceux qui arrivent. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent des frappes massives sur l'Iran. L'opération dure quelques jours. Elle assassine Ali Khamenei, le guide suprême en poste depuis 1989. L'Iran riposte. Le détroit d'Ormuz, passage obligé de 20% du pétrole mondial, est bloqué. Le 8 avril, un premier cessez-le-feu est signé. Prolongé Cindy le 21 avril par Donald Trump lui-même. Officiellement, la guerre est en pause. Officieusement, des frappes ont eu lieu cette nuit. Alors voilà la question qu'on va suivre dans toute cette vidéo. Est-ce qu'un cessez-le-feu qui autorise des frappes est encore un cessez-le-feu ? Commençons par le fait qui dérange. Les frappes de cette nuit visaient des sites de missiles dans le sud de l'Iran. Ce n'est pas du hasard géographique. Le sud iranien, c'est la zone la plus proche du détroit d'Ormuz. Ce sont les positions depuis lesquelles l'Iran peut menacer les tankers en mer d'Arabie. En clair, les États-Unis ont frappé ce qui permet à l'Iran de tenir le détroit en otage. C'est ce que les stratèges américains appellent « negotiate from strength », négocier depuis une position de force. La logique est la suivante. Plus vous affaiblissez l'arsenal ennemi pendant les négociations, plus vous arrivez à la table avec un rapport de force favorable. Ce n'est pas une violation du droit international selon Washington. C'est une tactique. Mais voici le fait contre-intuitif que la plupart des analyses ignorent. Téhéran ne contre-attaque pas. Pourquoi ? On y revient dans 2 minutes. Parce que la réponse iranienne, ou son absence, révèle quelque chose d'essentiel sur l'état réel du régime. Pendant ce temps, les diplomates parlent. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, était à Jaipur en Inde ce mardi matin. Sa déclaration est limpide, soit il y aura un accord, soit il n'y aura aucun accord. Traduction, Trump fixe une deadline non annoncée. Et il la respectera peut-être en frappant ou en signant. Le projet d'accord qui circule est ambitieux. Selon Axios et Al Jazeera, il prévoit un cessez-le-feu de 60 jours renouvelable, la réouverture du détroit d'Ormuz sans péage, le déblocage de milliards d'actifs iraniens gelés depuis des décennies, le retrait des troupes américaines de la proche proximité de l'Iran, et 30 jours de négociations sur le nucléaire. Ça ressemble à un accord équilibré. Les deux camps y gagnent quelque chose. Mais Téhéran dit « pas d'accord imminent » et accuse Washington de positions contradictoires et demandes excessives. Alors qui ment ? Ou plutôt, qui a besoin de faire croire que la paix est loin? Voici l'élément que presque personne ne traite sérieusement. Donald Trump a un problème domestique. Le blocage du détroit d'Ormuz a provoqué une flambée des prix du carburant aux États-Unis. L'essence coûte plus cher, les Américains s'en souviennent à chaque plein, et la popularité de Trump en pâtit. Un président américain peut lancer une guerre, il peut même la gagner militairement, mais s'il la fait payer à ses électeurs à la pompe, il la perd politiquement. C'est le paradoxe central de ce conflit. Les États-Unis sont l'acteur militairement dominant mais économiquement vulnérable tant qu'Ormuz reste bloqué ou instable. L'Iran, lui, a déjà tout perdu économiquement depuis des années de sanctions. Il n'a plus grand-chose à perdre de ce côté-là. C'est pour ça que Téhéran ne contre-attaque pas frontalement ce soir. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du calcul. On arrive au cœur du sujet, ce que personne ne dit clairement. Les frappes de cette nuit ne sont peut-être pas un obstacle à la paix. Elles pourraient en être la condition préalable. Voilà pourquoi, pour signer un accord, Trump doit montrer à sa base républicaine qu'il n'a pas cédé face à l'Iran. Il doit arriver à la table avec des preuves de victoire militaire, des sites détruits, des capacités dégradées. Et de son côté, le gouvernement iranien, affaibli, sous pression économique extrême, ayant perdu son guide suprême, a besoin d'un accord. Mais il ne peut pas le signer en position de vaincu. Il lui faut des concessions visibles. Le détroit d'Ormuz est cette concession. La réouverture du passage maritime, c'est ce que Téhéran offrira, et en échange, les actifs gelés, des milliards de dollars, lui permettront de stabiliser une économie au bord du gouffre.
En résumé, les deux camps font semblant de ne pas vouloir la paix pour mieux la négocier. C'est vieux comme la diplomatie. Mais c'est rarement dit aussi directement. 3 points pour résumer. 1. Les frappes américaines de cette nuit ne signifient pas la fin du cessez-le-feu. Elles signifient que Washington négocie avec des missiles autant qu'avec des mots. 2. L'accord en discussion est réel, ambitieux et potentiellement proche. Mais chaque camp a besoin de paraître fort pour le signer. 3. Le vrai arbitre de ce conflit n'est ni Trump ni Téhéran, c'est le détroit d'Ormuz et le prix de l'essence à Chicago. La question que vous devriez vous poser maintenant, si un accord est signé dans les prochains jours, est-ce une victoire américaine, une victoire iranienne, ou juste la fin d'une guerre que personne ne pouvait vraiment se permettre de continuer? Répondez dans les commentaires, les meilleures analyses seront épinglées. La prochaine vidéo, elle pose une question encore plus dérangeante. Et si le vrai vainqueur de cette guerre, c'était la Chine, qui n'a pas tiré un seul coup de feu?